Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis élève de 4e C au collège de Luppe de Montrevel-en-Bresse. Bonjour à toutes et à tous, je suis Timéo et nous sommes en direct des studios de Radio B à Bourg-en-Bresse. Aujourd'hui, nous allons vous parler des droits des enfants. Et tout particulièrement de la liberté d'expression. On commence tout de suite en vous expliquant ce qu'est un enfant selon la Convention des droits de l'enfant et de la loi en France. Tout d'abord, un enfant, c'est une personne de moins de 18 ans qui a des droits. Et quels sont ces droits ? Par exemple, le droit à la santé et le droit à l'éducation. Il y a aussi le droit d'être protégé contre la violence et la maltraitance. Le droit de ne pas subir la guerre. Le droit de ne pas être discriminé. Et le droit d'avoir une famille qui prend soin de lui. Mais comment sait-on que ces droits existent et que les enfants sont protégés ? C'est grâce à la CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant. En quelle année cette convention a-t-elle été adoptée ? En 1989 par les Nations Unies. Selon l'UNICEF, chaque enfant doit être protégé contre toute cruauté et exploitation. Mais Timéo, c'est quoi l'UNICEF exactement ? L'UNICEF, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Il aide les enfants partout dans le monde et veille à ce que leurs droits soient respectés. Et il y a une autre différence importante entre les enfants et les adultes. Les enfants n'ont pas la pleine responsabilité légale. Oui, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas signer certains contrats, se marier ou voter avant leurs 18 ans. Leur avis est pris en compte dans certaines décisions, mais toujours selon leur âge et leur maturité. Exactement. Cela permet de les protéger tout en les écoutant et en leur donnant le temps de grandir. Voilà pourquoi connaître ses droits est essentiel pour chaque enfant, pour se protéger et savoir qu'il a le droit d'être entendu. Vous écoutez Radio B. Et tout de suite, on enchaîne avec la chronique de Baptiste et Mathéo. Ils se sont demandé, mais que dit la loi sur leurs droits d'expression des enfants en France ? Baptiste et Mathéo, bienvenue. Bonjour, je suis Mathéo avec mon camarade. Nous allons vous expliquer ce que dit la loi sur le droit d'expression des enfants. Bonjour, je suis Baptiste, bienvenue sur Radio B. Baptiste, quand a été reconnu publiquement le droit d'expression des enfants ? D'après Wikipédia, le texte défendant le droit d'expression des enfants a été approuvé en 1990 par 196 pays, dont la France. Que doivent faire les États concernant l'avis des enfants dans les décisions qui les concernent ? Selon l'UNICEF, les États doivent permettre à l'enfant, s'il est capable de comprendre, de donner son avis sur des décisions qui le concernent. Son opinion doit être écoutée et prise en compte selon son âge et sa maturité. Pour se faire une opinion, chaque enfant doit avoir accès à des informations fiables et adaptées à son âge. C'est important. L'UNICEF explique que chaque enfant a le droit de recevoir des informations fiables et adaptées. Cela permet aux enfants de s'informer correctement grâce à différents supports comme les livres, les sites internet adaptés ou les émissions éducatives, et de se faire sa propre opinion sur le monde de manière objective. En France, il existe plusieurs lois qui renforcent ce droit. La première est la loi du 4 mars 2002. Cette loi a marqué une évolution dans la prise en compte de l'avis des enfants devant le juge aux affaires familiales. Elle affirme que les parents doivent tenir compte de l'avis de l'enfant. Ensuite, la loi du 5 mars 2007 qui renforce le droit des enfants à être entendus dans les procédures judiciaires en obligeant d'entendre tous enfants capables de comprendre la situation. Ces lois garantissent que les enfants peuvent s'exprimer librement tout en protégeant leur vie privée et leur sécurité. Et pourquoi la liberté d'expression est-elle si importante pour tous ? D'après le Conseil de l'Europe, la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. En d'autres mots, pouvoir dire ce que l'on pense aide la société à avancer et chaque enfant à grandir. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup pour ces informations. Tout ça nous a fait nous demander, mais comment se faire entendre quand on est enfant ? Ça tombe bien car la question à laquelle répondent Milo et Axel. Bonjour Axel. Bonjour Milo. Nous sommes heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio B. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la liberté d'expression et comprendre comment se faire entendre quand on est enfant. Selon l'UNICEF, il y a plusieurs façons de se faire entendre. Axel, tu nous dis lesquelles ? On peut s'exprimer sur les réseaux sociaux, mais aussi auprès des adultes ou de ses amis. Est-ce que les adultes prennent en compte la liberté d'expression des enfants ? Non, pour certaines personnes, elle est souvent méconnue ou négligée par les parents. Mais qu'est-ce que la liberté d'expression exactement ? Selon Wikipédia, la liberté d'expression est un droit
fondamentale qui permet à tout individu de communiquer librement ses opinions, ses idées ou ses créations intellectuelles. Mais il y a des limites, comme la diffamation ou les injures. Empêcher quelqu'un de s'exprimer est-il sanctionné par la loi ? Oui, selon Légifrance, l'empêchement de s'exprimer peut être puni d'une amende de 15 000 € et d'1 an de prison. Comment un enfant peut-il prendre sa place de citoyen ? Un enfant est considéré comme citoyen, mais il ne dispose pas de tous les droits et devoirs d'un citoyen majeur, à cause de son immaturité. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Et tout de suite, on écoute des adultes qui suivent un CME à Montrevel-en-Bresse. Mais c'est quoi le CME ? Conseil municipal des enfants. On va voir ce qu'est un premier pas pour s'exprimer dans la commune. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ? Je m'appelle Annie Mignot, je suis élue à la mairie de Morvel-en-Bresse et je m'occupe du conseil municipal enfants. Je m'appelle Jean-Jacques Chavannes, je suis élu à la mairie de Morvel-en-Bresse en tant que délégué et je m'occupe avec Annie du conseil municipal des enfants. C'est quoi un élu délégué à la jeunesse ? Un élu délégué, c'est quelqu'un qui a une délégation de la mairie pour avoir une activité. Et nous, en l'occurrence, la jeunesse dont on s'occupe, c'est la jeunesse du conseil municipal enfant de l'école. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remis en place le conseil municipal des enfants il y a 5 ans. Et le conseil municipal des enfants, c'est dire qu'on a des enfants qui sont citoyens, qui sont aujourd'hui élus par les autres enfants pour les représenter et pour agir pour les enfants de l'école, mais également pour l'ensemble de la collectivité, sachant que les enfants sont des citoyens à part entière et qu'ils ont des droits. Quelles sont vos principales responsabilités dans ce rôle ? Alors, nous encadrons les enfants en allant déjà les chercher à l'école, parce que c'est un côté pratique, on va les chercher à l'école, on les emmène en mairie pour pouvoir faire nos petites réunions. Et ensuite, nous animons les séances de travail en faisant parler les enfants sur les sujets dont ils ont envie de parler et auxquels ils ont déjà réfléchi. Alors, ce que je rajouterais, c'est que ces enfants sont aussi des acteurs, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, en collaboration avec la mairie, mais avec d'autres adultes, par exemple les instituteurs de l'école et d'autres enfants de l'école, ils ont contribué, par exemple, à donner leur avis sur les cours d'école, parce que les cours d'école ont été restaurés. Et donc, l'avis des enfants, qui sont des acteurs de la cité et des acteurs aussi de l'école, a été prise en compte pour qu'on refasse des cours d'école qui soient adaptés à leurs souhaits. On fait partie d'un tout, c'est-à-dire que toutes les générations sont là pour collaborer ensemble pour le bien-être de tous. Comment vous faites pour savoir ce que veulent ou ont besoin les jeunes ? C'est assez facile, on leur demande. En fait, il y a plusieurs stades. Le premier stade, on va dans chaque classe et on fait réfléchir en fait tous les enfants de l'école sur les sujets particuliers. Il y a des groupes de sujets sur la vie de l'enfant, les lieux, le sport, etc. Et chaque enfant a le droit de donner des avis et des envies, on va dire, pour le futur. Ensuite, lorsque les enfants du conseil municipal enfants sont élus, ils sont représentants des autres enfants et donc ils se servent de ce qui a été émis lors des rencontres dans les écoles, dans les classes et ils s'imprègnent, ils s'approprient quelques actions pour essayer de les mener au bout. Voilà. Quel est le rôle des enfants dans le conseil municipal et combien de temps dure leur mission ? Comme je te l'ai dit, les enfants dans le conseil municipal enfants, ils sont là pour réfléchir, pour apprendre aussi à parler, pas se couper la parole, apprendre à être de vrais citoyens et donc à agir, comme je l'ai dit, pour les cours d'école, mais également donc ils ont contribué à la création d'espaces non fumeurs à proximité de l'école. Donc ils ont le souci, ces enfants, donc d'améliorer le quotidien des autres enfants et la vie à Montrevel également. Et je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mon cher ami. Je voulais répondre sur cette question, puisque les enfants, donc, quand on a remis en route le conseil municipal enfants, les enfants étaient élus pour 2 ans. Et à partir des enfants du CE2 jusqu'au CM2. Et puis, depuis qu'on a mis en place un vote au sein de l'école, parce qu'on a pu travailler avec les enseignants, maintenant, ils sont élus que pour 1 an.
Donc on a des élections chaque année. Pourquoi les collégiens n'y participent pas? Alors, ça serait notre souhait, mais le problème, c'est qu'au collège, il n'y a pas que des enfants de Morvel. Et ça serait très difficile de dire « Ah, bon, bah, toi, tu peux venir, toi, tu ne peux pas ». Donc, on a choisi la solution de facilité en ne prenant que des enfants de l'élémentaire. Voilà. Mais c'est une option à étudier. Voilà. Comment vous assurez que tous les enfants puissent donner leur avis, même ceux qui parlent moins? Ça, c'est notre grand souci. Et on le fait dès la première séance. On leur fait réfléchir à des règles d'entente et c'est eux qui nous les donnent. Donc forcément, étant donné que ce sont leurs règles à eux, on essaye de les... Ils sont quand même plus amènes d'assurer le silence quand d'autres parlent. Mais c'est vrai qu'on tient à ce que chacun puisse s'exprimer. Donc, quand on aborde un sujet, on fait d'abord un tour de table, donc ce qui fait que tout le monde, normalement, s'exprime. Est-ce que les idées des enfants sont vraiment prises en compte dans les décisions de la mairie? Eh bien oui, on essaye. Il est vrai que, bon, tout ne peut pas se faire parce que nous n'avons pas de budget financier conséquent. On fait tout ce qu'on peut faire sans argent, on va dire. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et qui ont été aidées donc, par la mairie. Notamment, je ne sais pas si on peut citer le banc des rêves. On a fait une journée nettoyage des déchets, c'était aussi grâce à la mairie aussi. On a fait les boîtes à chaussures également, voilà. Donc destinées à Croix-Rouge pour les gens qui avaient peu de moyens. En fait, un banc des rêves, c'est un banc d'enfants et dans lequel on met des livres comme une boîte à livres, mais au lieu d'être une boîte à livres ouverte, c'est un banc et on peut s'asseoir en même temps pour lire les livres qui sont dans le banc. Donc ce banc des rêves, on a réfléchi cette année, effectivement, il faut qu'il serve. Il avait été enlevé là parce qu'il y a des travaux à la cantine, mais il va être remis et je pense qu'on va faire revoir on va l'améliorer pour pouvoir le mettre au sein de l'école. C'est-à-dire que c'est un banc qui a été peint par les enfants également, donc en sens ils y ont participé. Est-ce que vous formez ou aidez les enfants pour qu'ils puissent mieux s'exprimer et comprendre leurs droits? Vous savez en 1989, il y a eu la Convention des droits de l'enfant, donc on avait fait à Isieux une conférence sur les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant, c'est un peu une préfiguration de leur vie de citoyen à travers les élections, comme je vous l'ai dit, avec tout le protocole qu'il y a dans les élections. Et donc, ils se sentent vraiment, me semble-t-il, représentatifs des autres enfants. Vous savez que les enfants, il faut qu'ils aient... Alors, c'est des vœux c'est des luttes, puisque... Les enfants, normalement, ils devraient tous avoir dans le monde, d'après la Convention universelle des droits de l'enfant, le droit de s'amuser. Et ça, on en tient compte aussi. C'est important. Oui, on passe des moments particuliers sur des questions comme ça, plus en parole, et au lieu de prévoir des choses à fabriquer. Alors, donc, on a des temps de parole comme ça, et j'avais même trouvé un petit jeu très sympa avec des questions drôles et qui permettaient aux enfants de s'exprimer sur certains droits et pourquoi ils choisissaient telle ou telle réponse. Quels problèmes ou difficultés rencontrez-vous pour faire respecter le droit d'expression des enfants ? On n'en rencontre pas trop, mais tout de même, il arrive que la timidité fait que certains enfants, effectivement, mettent plus de temps avant de s'épanouir. Merci. Merci. Merci à vous. Et merci Radio B, et merci Perrine, et merci les professeurs, et merci à tous les enfants. Merci à tous, à vous. Oui. Très intéressant. On reçoit maintenant Yael, Marie et Thaïs. Bonjour et bienvenue. Elle nous parle des enfants à qui on confisque la parole dans le monde. Bonjour, je m'appelle Marie. Bonjour, moi c'est Thaïs. Bonjour, moi c'est Yael. Aujourd'hui, on va vous parler de ceux à qui on confisque la parole. Thaïs, tous les enfants ont-ils le droit à la parole ?
Oui, la Convention internationale des droits de l'enfant reconnaît que tous les enfants ont le droit d'exprimer librement ce qu'ils pensent sur tout ce qui les concerne. Mais dans la réalité, selon l'UNICEF, la parole des enfants est souvent considérée comme inutile parce qu'on pense qu'ils ne sont pas assez matures pour donner un avis juste. Yael, est-ce que tous les enfants dans le monde peuvent vraiment parler et se faire entendre ? Non, par exemple dans des régions d'Asie du Sud et d'Afrique subsaharienne, beaucoup de filles de moins de 18 ans sont contraintes de se marier à des hommes adultes et elles n'ont pas le droit de refuser, leur parole est complètement confisquée. Mais est-ce que ça n'arrive que dans certains pays ? Pas toujours. Même dans des pays démocratiques, la parole des enfants peut être ignorée ou dénigrée. Par exemple, Greta Thunberg, la jeune militante suédoise pour le climat, a commencé à manifester à 15 ans. Beaucoup d'adultes ont minimisé ses idées ou critiqué son âge, alors qu'elle avait le droit de donner son avis sur une question qui la concernait. Ça montre que la parole des enfants doit être protégée partout et qu'il est important de les écouter quand ils veulent se faire entendre. Dans combien de pays les droits des enfants sont-ils officiellement reconnus et protégés ? Selon la CIDE, dans 196 pays et territoires, les droits des enfants sont reconnus par la loi et doivent être protégés. Cela montre que, même si la loi est là, il reste encore beaucoup de travail pour que tous les enfants puissent vraiment parler et être entendus. Donner la parole aux enfants, c'est les écouter, les respecter et leur permettre de pratiquer la vie qui les concerne à l'école, à la maison ou dans la société. Voilà pourquoi chaque enfant doit savoir qu'il a le droit de parler et d'être entendu. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour ces informations. Il existe un mouvement d'éducation qui aide à prendre sa place et à oser s'exprimer, l'éducation populaire. Corota Calpiès Diez est chargé de mission à la Maison des droits des enfants de Bourg-en-Bresse, mais aussi animateur de l'éducation populaire. Il répond aux questions d'Arthur et Théo. Bonjour, moi c'est Arthur. Pouvez-vous nous présenter votre métier d'animateur ? Alors bonjour Arthur, mon métier d'animateur, donc moi c'est un petit peu particulier parce que je suis animateur de la Maison des droits de l'enfant et des jeunes qui est à Bourg-en-Bresse, qui a ouvert il n'y a pas si longtemps, qui a été inauguré en janvier. Et donc moi, mon métier, ça consiste à animer ce qui va se passer à l'intérieur de cette maison-là. Qu'est-ce qu'on va y faire ? Donc on va organiser des événements, des conférences de personnes pour venir parler des droits de l'enfant. Et on va aussi proposer aux personnes qui travaillent avec des enfants de se former sur les droits de l'enfant. Donc on peut former des personnes qui travaillent dans le milieu périscolaire, on peut former des enseignants, on peut former des éducateurs spécialisés. Voilà, l'idée c'est de former du monde à propos des droits de l'enfant. Comment définiriez-vous l'éducation populaire ? L'éducation populaire, du coup, c'est une forme d'éducation qui est complémentaire à ce que vous faites, du coup, vous, au collège. Donc, c'est une méthode d'apprentissage où chacun est libre d'apprendre par rapport à chaque autre personne. Ça part du principe que tout le monde peut apprendre de tout le monde. Et dans l'éducation populaire, moi, j'aime bien le définir à travers des outils, c'est-à-dire qu'on s'éduque, il n'y a pas forcément une personne qui va expliquer à d'autres personnes des savoirs sur un sujet, mais on va essayer de le faire plutôt par rapport à des activités, par rapport à des jeux, de manière un peu ludique et pas forcément très descendante. Donc c'est l'idée que chacun peut apprendre de tout le monde à travers des méthodes un peu moins directives que dans certains autres milieux. Quel rôle joue l'éducation populaire dans la société d'aujourd'hui, d'après vous ? Moi, je pense qu'elle joue un grand rôle. Il faut savoir qu'il y a, j'ai plus le pourcentage en tête, mais il y a une immense majorité des personnes qui sont passées par l'éducation populaire dans leur vie. L'éducation populaire, ça peut être, quand on fait le périscolaire, quand on est à l'école primaire, c'est un milieu d'éducation populaire, par exemple. Quand on part en colo, les séjours de vacances, c'est des milieux d'éducation populaire aussi. Donc il y a une immense partie des adultes qui sont passés par des milieux de l'éducation populaire, donc le rôle est très très important. Et l'idée c'est de faire de ce temps-là non pas uniquement des lieux d'accueil et des lieux de garde, on entend souvent le terme de garderie, mais d'en faire des réels lieux où on vient pour apprendre des choses et grandir aussi. Dans votre métier, comment permettez-vous aux enfants de s'exprimer ? Alors moi je croise moins d'enfants qu'avant dans mon métier, mais quand j'étais animateur par exemple, notamment j'ai fait pas mal de colos, l'expression des enfants elle peut passer de différentes manières. Par exemple ils peuvent décider du planning des activités,
Ils peuvent aussi choisir, avant de partir en colo, où on va, par exemple. C'est quelque chose qu'on peut faire pour laisser la participation aux enfants. Et une fois qu'on est en colo, par exemple, au-delà du planning d'activité, ça peut être le planning des repas, l'organisation des journées. Donc c'est de vraiment d'avoir une équipe d'animation qui travaille avec les enfants pour construire avec eux et pas pour eux seulement. Pouvez-vous donner des exemples concrets d'actions menées avec les jeunes pour les aider à prendre la parole et à avoir confiance en eux ? Là, on peut citer par exemple toutes les activités de débat. Moi, j'aime beaucoup animer des débats, par exemple, quand je suis avec des enfants. J'aime beaucoup les débats mouvants. C'est un système de débat où quand l'animateur pose une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, et au lieu qu'on lève la main pour répondre, on vient se positionner dans une pièce avec d'un côté on va mettre tous ceux qui veulent répondre oui et de l'autre tous ceux qui veulent répondre non. Et à partir de là, on échange des arguments et si on se laisse convaincre par les autres, on peut bouger d'un côté ou l'autre de la pièce. C'est ce genre d'outils qu'on aime bien justement dans l'éducation populaire pour permettre aussi aux personnes qui n'osent pas trop parler, déjà de s'exprimer par rapport à un positionnement dans l'espace, vu qu'on se déplace dans la salle. Et puis après, petit à petit, à force d'en faire, les enfants et les jeunes prennent de plus en plus la parole sur ce type d'activité. Quels effets observez-vous de votre travail sur les enfants et les jeunes que vous accompagnez ? Si je reprends l'exemple du débat mouvant, ça va être l'idée on répète plusieurs fois ce type d'activité et au fur et à mesure, les enfants et les jeunes vont prendre la confiance qu'ils n'avaient pas forcément au début, ça va les rassurer et après dans leur vie de tous les jours, ils vont se sentir plus à l'aise, non seulement de s'exprimer en public, mais aussi de donner son avis. C'est deux choses qui sont différentes. Donner son avis, c'est encore plus fort parce qu'on s'engage vraiment dans nous, ce qu'on est. Et donc voilà, pour moi, l'effet il est là. Quels défis rencontrez-vous au quotidien dans votre projet d'éducation populaire ? Il y en a plein. Le plus gros défi, alors l'éducation populaire, ça tourne souvent, c'est souvent des associations qui proposent des activités, des animations autour de l'éducation populaire. Et c'est vrai que là, ça fait quelques années que les associations, le plus grand défi des associations, c'est de trouver de quoi fonctionner, en termes d'argent notamment. Donc c'est de trouver des financements, des sources de revenus pour pouvoir proposer ces activités-là, parce que les associations sont à but non lucratif, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit de faire de l'argent pour les personnes de l'association. Donc le plus gros défi, c'est de se dire, ok, moi j'ai envie de faire tout ça, nous en l'occurrence pour les enfants, pour les jeunes, comment je vais trouver l'argent pour pouvoir faire telle activité. C'est pour moi le plus gros défi à l'heure actuelle. Comment vous faites pour que vos projets respectent vraiment les droits des enfants ? Alors moi je travaille au Franca, qui est une association qui, dans son projet éducatif, défend les droits de l'enfant. Donc pour moi c'est facile parce que tout ce qu'on fait comme projet va rentrer dans ce cadre-là de projet éducatif. Pour s'assurer qu'un projet respecte les droits de l'enfant, déjà il faut les connaître, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc nous on se sert de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, qui est le texte signé par le plus d'États encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui définit sur une 50aine d'articles les droits de l'enfant. Donc une fois qu'on sait ce que c'est, qu'on en a pris connaissance, on vient s'assurer qu'une action ne vient pas contrer, on va dire, un des articles de cette convention-là. Vous aidez aussi les autres adultes de votre équipe à respecter les droits de l'enfant ? Alors ceux de mon équipe, non, parce qu'ils les connaissent et ça va, c'est des copains, donc tout va bien. Mais oui, c'est vrai que quand on va travailler avec des personnes qui ne sont pas forcément dans notre équipe à la base, on peut aussi avoir des remarques peut-être à leur dire sur les droits de l'enfant. On parlait de la participation, l'expression tout à l'heure. Il y a peut-être encore des animateurs et des animatrices qui ne laissent pas forcément la place aux enfants de s'exprimer, où on part en colo, tout est déjà planifié, on n'a pas trop le choix finalement quand on est enfant ou ado de faire ou de ne pas faire. Donc moi, admettons, j'arrive dans une équipe comme ça, oui, j'essaye de faire bouger un peu les choses. Vous avez déjà eu un exemple où un enfant a changé un projet avec ses idées ? Alors un enfant en particulier, pas forcément, mais plutôt un groupe. Si je reviens sur l'exemple de tout à l'heure, je parlais des colos et avant la colo déjà de choisir où est-ce qu'on va partir. J'ai été responsable d'un accueil jeune dans le sud de la France où on avait pour projet de partir plutôt dans le sud-est de la France en colo avec les jeunes
Et à travers plein d'ateliers d'échange où les jeunes ont pris la parole, finalement, on est parti à l'étranger, on a fait un séjour en Espagne. Donc c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible si on n'avait pas créé les espaces de discussion avec les ados à ce moment-là. Vous travaillez avec d'autres personnes ou associations pour vos projets ? Comment ça se passe ? Oui, on travaille avec plein d'associations différentes dans l'Ain. Hier, par exemple, j'étais en rendez-vous avec l'UNICEF. Vous connaissez l'UNICEF, je pense au moins de noms, qui s'occupe notamment de récolter de l'argent pour envoyer aux enfants en difficulté, notamment dans les pays en guerre ou touchés par la famine, par exemple. Donc c'est une association. Il y a aussi l'association de la Ligue des droits de l'homme qui s'occupe de défendre les droits, pas uniquement des enfants, mais de tout le monde sur le territoire français. L'institution du défenseur des droits aussi. Donc c'est la Maison des ados aussi sur Bourg. On a plein d'associations avec lesquelles on parle régulièrement pour mener des projets ensemble. C'est quoi le truc le plus dur pour faire respecter les droits de l'enfant dans votre travail ? C'est les gens qui ne sont pas d'accord avec les droits de l'enfant, tout simplement. La participation et l'expression des enfants, ça a beau être un droit, comme je disais tout à l'heure. On a des personnes qui travaillent avec les enfants et qui, pour eux, on ne peut pas laisser autant de place à un enfant parce que du coup, ce serait un peu ce qu'on appelle le phénomène de l'enfant roi qui décide de tout. Et que ça, il y a encore certaines personnes pour lesquelles ce n'est pas possible. Voilà. Les enfants doivent rester à leur place d'enfant et l'adulte a tout le temps autorité sur l'enfant. C'est des choses qu'on essaye de faire bouger, mais ce n'est pas toujours évident parce que les gens ont aussi leurs convictions et on essaye justement, nous au Franca, à travers nos formations, d'essayer de débloquer un peu les adultes sur ces sujets-là. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous de m'avoir interrogé. Merci à Corentin Caplier-Diez des Francas de l'Ain. Notre émission touche à sa fin, mais pour terminer sur une touche d'espoir, Yann et Marc nous présentent Malala, une enfant qui a osé prendre la parole. Yann, Marc, bonjour. Bonjour, je suis Yann. Bonjour, je suis Marc. Aujourd'hui, on va vous parler de Malala Yousafzai, une fille qui s'est battue pour le droit des filles à l'éducation. Malala Yousafzai est une militante pakistanaise. Elle a reçu le prix Nobel de la paix en 2014 à l'âge de 17 ans. Elle est née le 12 juillet 1997 à Mingora, au Pakistan. Elle a surtout été éduquée par son père qui militait lui aussi pour le droit à l'éducation. Elle s'est fait connaître très jeune, à seulement 11 ans, grâce à son témoignage intitulé « Journal d'une écolière pakistanaise » publié sur un blog de la BBC. C'est son père qui l'a encouragée à écrire sous le pseudonyme de Gul Makai. Dans ce blog, elle dénonçait les violences commises par les talibans au Pakistan. Ces derniers ont ensuite tenté de l'assassiner le 9 octobre 2012 dans un bus. Elle a survécu et a été transportée en urgence dans un hôpital militaire pour être soignée. Dès 2009, elle a été nommée au prix international des enfants pour la paix de la fondation Kick Right. Puis, pour ses 16 ans, le 12 juillet 2013, l'ONU a créé le Malala Day pour défendre l'éducation des jeunes filles dans le monde. Malala continue à se battre pour que tous les enfants, pauvres ou riches, filles ou garçons, puissent aller à l'école. Elle a même créé l'association Malala Fund pour soutenir ce combat. Une de ses citations célèbres dit « Le contenu d'un livre contient le pouvoir de l'éducation et c'est grâce à ce pouvoir que l'on peut créer un futur et changer des vies. » Dès 2013, le journal Le Monde a affirmé que Malala Yousafzai était devenue une véritable icône en Occident, reconnue pour son courage et son engagement. Malala montre qu'un enfant peut se faire entendre et changer les choses, même dans les situations très difficiles. Merci de nous avoir écoutés. Notre émission est maintenant terminée. On remercie Radio B pour leur accueil, nos professeurs et le Collège de Lube pour la réalisation de ce projet. Et à bientôt sur les bonnes ondes de Radio B.